Selon un premier bilan provisoire, 73 personnes au moins ont été tuées par la double explosion d'une violence inouïe qui s'est produite hier après-midi près du port de Beyrouth. Près de 4000 personnes ont été blessées. Les hôpitaux libanais, qui pour certains ont été endommagés par l'explosion, ne parviennent pas à faire face à la situation dramatique. Officiellement, les autorités libanaises affirment que le hangar qui a été soufflé par l'explosion renfermait des explosifs de très fort impact. Ces explosifs, qui apparemment appartenaient au Hezbollah, avaient été conservés ou après avoir été confisqués. Le président libanais Michel Aoun a expliqué que pendant plusieurs années, ce sont plus de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium qui ont été acheminées sur place en violation des règles de protection. Le Premier ministre Hassan Diab a promis que les responsables de cette explosion en paieront le prix. Ceci étant, peu après l'annonce de la catastrophe, les dirigeants israéliens ont officiellement proposé via la France et la FINUL aux Libanais une aide humanitaire. Apparemment, pour l'instant, les Libanais auraient repoussé cette proposition. Les officiels israéliens ont très vite formellement démenti la moindre implication d'Israël dans cette explosion. Et d'ailleurs, peu après, le Hezbollah lui-même indiquait de manière exceptionnelle qu'Israël n'était pas tenu pour responsable de ce drame. Mais on estime que cette explosion au cœur de Beyrouth risque de modifier considérablement la donne entre Israël et le Hezbollah le long de la frontière israélo-libanaise. Elle pourrait conduire, par exemple, le Hezbollah à reporter l'opération qu'elle entendait mener contre des cibles israéliennes ces derniers jours. Le Wall Street Journal a révélé que l'Arabie Saoudite avait créé avec le soutien de la Chine une usine produisant de la poudre permettant de confectionner du carburant nucléaire. Cette usine avait été créée au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Elle prouve que dans le plus grand secret, ce pays n'a pas renoncé à son projet de centrale nucléaire. Les données réactualisées sur le coronavirus, le nombre de décès recensés actuellement est de 561 en Israël. Depuis hier à 10h du matin, on a recensé 1400 nouveaux cas, dont 341 sont des malades graves, 99 sous assistance respiratoire. C'est aujourd'hui que le cabinet restreint pour le coronavirus doit se réunir afin de prendre de nouvelles mesures pour tenter d'aplanir la courbe, une courbe qui demeure toujours très élevée, une courbe de contamination. De même, le professeur Roni Gamzu détaillera son programme d'action de lutte contre le coronavirus. On ne sait pas encore si le gouvernement a l'intention de durcir ses positions en allant vers un confinement général durant la seconde quinzaine du mois d'août, ou bien s'il ira vers plus d'ouverture, comme le souhaite ensemble le coordinateur Roni Gamzu et l'actuel ministre de la Santé Yoli Edelstein. Hier, le Premier ministre et son suppléant Benny Gantz ont participé à une réunion de travail au sein du nouveau QG de lutte anti-corona mené par la défense passive. La mission principale de cet état-major, a dit Benjamin Netanyahu, sera de briser la chaîne de contamination. Le Premier ministre a déclaré en aparté à ses proches qu'il envisageait de déposer arbitrairement dimanche prochain en Conseil des ministres le projet de loi du budget de l'État pour l'année présente 2020, mais pas pour l'année suivante, comme le réclament Benny Gantz et le parti bleu-blanc. Si Gantz veut s'opposer à cette proposition, qu'il le fasse, a dit le Premier ministre. Hier, on a appris que Benny Gantz tentait de persuader des économistes de renom de se prononcer en faveur de sa position, à savoir d'un budget bisannuel pour les 2 prochaines années, 2020 et 2021. Une journée importante aujourd'hui à la Knesset. Le Premier ministre doit participer à un débat qui a été provoqué par le leader du Meretz, Nitzan Horowitz, sur la gestion de la crise du coronavirus par le gouvernement. Il s'agit d'un débat qui oblige le Premier ministre à rester dans l'hémicycle durant tout son déroulement. Et puis par ailleurs, sauf rebondissement de dernière minute, la Knesset doit débattre aujourd'hui en première lecture de la loi de contournement. Cette loi déposée par la députée de l'opposition Yamina, Ayelet Shaked. La loi ne devrait pas passer en première lecture en raison de l'opposition des 2 partis orthodoxes qui entendent respecter la discipline de coalition et qui veulent mettre fin aux troubles qui animent la coalition gouvernementale depuis plusieurs semaines. Et vu l'opposition de ces partis orthodoxes, du parti Chasse et du judaïsme unifié de la Torah, le Likoud lui aussi devrait s'opposer à ce projet de loi en évoquant là encore la nécessité de respecter cette discipline parlementaire au sein de la coalition, et cela même si cela risque de l'embarrasser d'avoir à voter contre un projet de loi que le Likoud a lui-même voulu promouvoir au cours des dernières années. Et puis en marge de cette activité, la police a réussi à retrouver la personne qui se cachait ces derniers jours derrière l'identité de Dan Aron et qui sur Facebook avait menacé de mort Benjamin Netanyahu. Il s'agit en fait d'une Israélienne qui vit à l'étranger depuis plusieurs années.
Le gouvernement ukrainien a décidé d'envoyer un message très clair aux Israéliens, un message selon lequel il ne tolérera pas en septembre prochain la présence de milliers de chassidim de Breslev qui, vous le savez, traditionnellement vont prier sur la tombe de Rabbi Nachman de Breslev la veille de Rosh Hashanah. Les autorités ukrainiennes ont rappelé qu'en Ukraine, tout rassemblement de plus de 50 personnes est formellement interdit. La météo pour terminer en ce Toubéav, fête des amoureux. Le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera 30 degrés aujourd'hui à Jérusalem et à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.